Alors, bonsoir. Avant de commencer, je voudrais rappeler que cette chaîne est offerte uniquement à titre éducatif et informatif. Ainsi, je décline toute responsabilité quant aux conséquences directes ou indirectes de toute nature sur ce que vous ferez de ces informations. Voilà. Maintenant que c'est dit, on peut commencer. Ok, avant de commencer, je voudrais dire que j'ai été contacté par les administrateurs du site RouteMe. Et à cet effet, je voudrais rappeler aussi que le fait de travailler et de donner des solutions sur les différents challenges de RouteMe sur les machines de RouteMe est illégal. Donc, j'avais pas le droit de faire ça. Et c'est dans ce sens que j'ai été contacté par les administrateurs de RouteMe qui m'ont demandé de retirer les vidéos. Ce que je vais faire dès que j'ai un bout de temps, je vais retirer toutes les vidéos et on va essayer de trouver un autre moyen de continuer nos différents tutoriels. Voilà, faut dire que c'est des personnes qui prennent de leur temps pour mettre en place ces machines et ça demande beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts et ils le font gratuitement. Et venir travailler sur ces machines, donner les solutions, ça pousse certaines personnes à ne pas chercher d'eux-mêmes les- à résoudre les challenges. Donc, je partage parfaitement la vision de routeme.com. Donc, je vais retirer les vidéos qui ont été faites sur le site RouteMe ou sur les machines RouteMe de ma chaîne YouTube. Voilà, c'était juste une parenthèse avant de commencer. Donc, pour cette vidéo, d'abord, pour débuter, on va lire un article. Opération Payback. Les hackers s'en prennent aux ennemis de Wikileaks, Mastercard, Visa, PayPal. Alors on dit quoi? On dit des mesures de rétorsion prises par plusieurs sociétés à l'encontre de Wikileaks. Je pense on connaît tous Wikileaks. Ont déclenché une véritable cyber-vendetta. Depuis le début de la semaine, plusieurs sociétés et institutions dont Amazon, Everydey, PayPal, Mastercard et Visa sont dans le collimateur du groupe de hackers Anonymous qui a revendiqué des attaques DDoS plutôt, menées contre leur site internet. Euh, on nous dit les attaques DDoS du groupe Anonymous sont annoncées à l'avance sur Twitter, lancé hier soir à 22 heures. L'attaque contre Visa.com a paralysé le site en moins de 5 minutes. Anonymous s'est rendu célèbre par ses actions menées contre les sites de l'église de Scientologie et celui de la RIAA. RIAA. Alors, PayPal débloque les fonds de Wikileaks. Dans une déclaration publiée hier sur son blog, PayPal a tenu à clarifier les choses et annoncé qu'il débloquait les fonds présents sur le compte bloqué de Wikileaks. Hier, lors de la conférence, etc., etc. Alors, on nous dit quoi là? On nous dit que Anonymous est un groupe de hackers très anonyme. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de meneur, pas de tête. Mais il y a des... En fait, ils sont pas... on peut pas savoir c'est qui. Ils sont très bien organisés. Et ils procèdent à des répressions sur Internet en effectuant des attaques DDoS sur des sites. Alors, Wikileaks, on connaît tous Wikileaks avec l'affaire Snowden, tout ça.
Donc, suite aux activités de Wikileaks, Visa, Mastercard, PayPal, etc. ont bloqué, ont gelé les comptes de Wikileaks. Donc, ce qui n'a pas plu au groupe Anonymous, qui, pour montrer son mécontentement, a effectué des attaques DDoS sur ces différents sites pour paralyser ces sites. Donc, si je me rappelle bien, le site de Visa avait été paralysé pendant 5 jours. Alors, quand on dit Visa, vous comprenez que c'est pas n'importe quel site. Vous imaginez le nombre d'experts qui travaillent pour la sécurité, le nombre les moyens qu'ils déploient pour sécuriser leur site, tout ça. Et arriver à faire tomber un site Visa, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais juste montrer comment ces attaques sont menées. On va juste faire une partie d'une attaque, pas une attaque DDoS, mais comment on commence cette attaque pour arriver jusqu'à faire un DDoS. Donc, les attaques DOS, c'est quoi? Une attaque DOS, c'est... On a une machine qui est là et qui envoie... On a là, on a une machine serveur. La police. On a la machine serveur, on a le hacker qui est là. Bon, je vais mettre... ouais. On a le hacker qui est là. Ou l'attaquant. Voilà, c'est mieux, l'attaquant. Donc on a l'attaquant qui est là. Alors l'attaque DOS, c'est envoyer de façon continue des flux sur le serveur. De façon continue, de sorte à ce que le serveur n'arrive plus à gérer ces flux-là. Donc une fois qu'il n'arrive plus à gérer ces flux, il est complètement paralysé. Ça, c'est une attaque DOS. Alors, le DDoS, j'essaie d'expliquer de façon terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, le DDoS, c'est quoi? Le DDoS, c'est un attaquant, toujours, qui prend par je ne sais quel moyen le contrôle d'une autre machine, d'une machine, d'une machine, d'une machine. Il prend le contrôle de plusieurs machines, au fait. De 100, 200, 50, 2 machines, 3 machines. Et toutes ces machines-là envoient des flux de façon continue. Donc, vous imaginez, pour Anonymous qui compte des millions de partisans, et ça, c'est pour un seul attaquant. Supposons qu'un attaquant ait 100 machines. Et Anonymous, par exemple, supposons qu'il compte 100 attaquants. Donc, ça va faire 100 multiplié par 100 machines qui vont attaquer au même moment un seul serveur. Et ce serveur-là, il va finir par tomber. Donc, imaginez 1 million de personnes qui chacun dispose d'un botnet de 100 machines qui attaquent de manière simultanée un serveur. Donc, le botnet, c'est tout ça. Le botnet, c'est ça. C'est la machine, le bot et son réseau. Donc, le botnet, c'est tout ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment on arrive à prendre le contrôle de plusieurs machines.
Mais on va prendre le contrôle d'une machine et avec cet exemple-là, vous saurez comment ça se passe. Si vous arrivez à prendre le contrôle d'une machine, vous pourrez prendre le contrôle de deux machines, de trois machines, de 100 machines. Dans la réalité, ça se passe comment? En réalité, lorsqu'on veut mener une bonne attaque, lorsqu'on veut mener ce genre d'attaque et surtout ne pas se faire repérer, on a l'attaquant qui est chez lui, à la maison, qui va louer un serveur, par exemple chez Amazon. Il loue un serveur chez Amazon. L'attaquant qui est là, il va se connecter, il va casser, par exemple, le Wi-Fi d'un voisin. Il casse le Wi-Fi d'un voisin. Et par ce Wi-Fi là, il va se connecter à un réseau, un proxy, le célèbre proxy Tor. Et à travers le Tor, il se connecte à son serveur chez Amazon. Ensuite, il se connecte à son botnet. Il se connecte à son botnet dans lequel on a plusieurs machines. Donc il a pris le contrôle, qu'on appelle aussi machine zombie. Donc là, il a ses machines, 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 il a ses machines. Donc, il se connecte à son botnet et avec son botnet, il envoie des flux de façon continue sur le serveur. Si le serveur est arrivé à un moment, le serveur il sera down. Donc, une attaque par déni de service, une attaque DDoS, si elle est menée, elle est configurée de cette façon-là, ce sera quasiment impossible de retrouver l'attaquant. C'est-à-dire, il peut pirater un Wi-Fi. Avec ce réseau Wi-Fi, il va utiliser le Tor. Et avec Tor, il va se connecter à un serveur chez Amazon, OVH, peu importe, qu'il aura loué auparavant avec une carte qu'il a achetée dans un tabac. Et une fois connecté sur son serveur qu'il a loué, il va prendre le contrôle de plusieurs machines appelées botnets. Et ça, ce sont des machines qu'on appelle des machines zombies. Ce sont des machines zombies. Donc, il prend le contrôle et ce serveur-là, on l'appelle soit le centre de commandement, le CEC, ou le CS, qui est le serveur de communication. Et là, il a son botnet. Et avec ce botnet-là, il fait une attaque DDoS plutôt, sur le serveur. Donc imaginez 1 million de personnes qui procèdent de cette manière-là. C'est sûr que le serveur cible va tomber. Voilà. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est essayer
de montrer comment cette partie, excusez-moi, comment cette partie-là, non, ça va pas. Donc c'est essayer de vous montrer comment tout ça, on peut mettre tout ça en place. Comment il est possible de mettre tout ça en place. Mais on va pas prendre un serveur chez Amazon, mais c'est pour vous montrer comment on peut avoir un, un CC et des botnets juste grâce à un outil, un célèbre outil, un puissant outil qu'on appelle BIF. Donc, BIF, c'est un célèbre outil très puissant, très puissant, qui est utilisé dans le cas des audits informatiques, mais qui est aussi utilisé pour, euh, pour mener ce genre d'attaque. Et BIF utilise ce qu'on appelle les XSS. Donc les XSS, c'est quoi? Les XSS, c'est des injections de code JavaScript sur des applications vulnérables, sur des sites web vulnérables. Donc, il y a certains sites qui sont vulnérables à des injections HTML, des injections SQL et d'autres à des injections XSS qui sont des injections par code de JavaScript. Donc là, ce qu'on va faire, je vais démarrer ma Kali. Et voilà, je démarre ma Kali. Et je vais lancer BIF XSS Framework. Donc voilà, lorsqu'on démarre BIF, on a des informations qui est là, qui sont là plutôt. Donc c'est quoi ces informations qu'on a là? Là, on a l'URL du panel où on va se connecter. Là, on a le script qu'on doit injecter à la page sur laquelle on a repéré une faille XSS. Donc, lorsque vous êtes redirigé sur cette page-là, vous tapez BIF en username, password, BIF et vous vous connectez. Alors, une fois on a ça, on est connecté sur la page, on va copier notre script qu'on va utiliser pour infecter les pages vulnérables. Je vais récupérer mon adresse IP, ifconfig. Je colle. Bien sûr, je vais modifier l'adresse IP par mon adresse IP. Voilà. Et comme je n'ai pas de, je n'ai pas le droit de vous montrer des sites vulnérables XSS, ce que je vais faire, je vais utiliser la page de BIF, de test BIF par défaut.
Je vais noter. Démo basique HTML. Ok. Donc là, je vais utiliser une seconde machine qui va me servir de machine cible. Donc là, je vais sur le site. Supposons que c'est le site internet qu'on a repéré qui est vulnérable. Rassurez-vous, il existe des méthodes très simples, très faciles qui permettent de trouver des sites vulnérables. Donc, je vais infecter mon site. Voilà. Une fois que c'est fait, normalement, on attend que les gens viennent se connecter sur le site et tous ceux qui vont se connecter sur ce site-là seront infectés. Donc, ce que je vais faire, moi, pour illustrer l'exemple, je vais infecter ma machine Debian. Donc, je vais faire http 127.0.0.1, le port 3000 slash démo slash slash index.html. HTML. Donc, supposons que vous êtes une personne, vous naviguez sur Internet et vous vous connectez sur le site le site qu'un hacker a auparavant infecté. Donc, ça peut être n'importe quel site qui est vulnérable à HTML. Comme je vous l'ai dit, il existe des millions de sites qui sont infectés et il existe des millions de sites qui sont vulnérables à ce genre d'attaque. Donc, sans le savoir, on visite certains sites et on se fait automatiquement on devient automatiquement un ordinateur zombie sans même le savoir et vous allez voir avec quelle facilité. Donc là, supposons que je suis une personne lambda qui se balade sur internet, je tombe sur ce site. J'espère que j'ai la connexion. Je dois avoir un problème de connexion sur ma Kali. Alors, j'arrive pas à atteindre le serveur de test de BIF. Du coup, je vais improviser. Je vais infecter mon propre serveur. Soit Donc je vais infecter mon propre serveur.
Alors, dans mon bif, j'avais reçu, il est où? Voilà, j'avais reçu ce script-là. Donc là, j'ai mis mon adresse IP. Donc c'est ce script que je vais injecter dans mon serveur puisque je n'arrive pas à atteindre la page de test. Donc je vais... Oh merde. Non. Donc là, j'ai infecté mon serveur. Je vais enregistrer. Oui, contrôle. Et je me rends sur mon serveur. Donc là, on va regarder ensemble. Là, pour l'instant, on n'a rien. Donc là, je fais localhost. Je viens de me connecter. Supposons que ça, c'est le site internet. Je viens de me connecter sur le site internet. Je navigue sur internet. Je me suis connecté sur cette page-là. Or, cette page est infectée. En retour, qu'est-ce qu'on a? Voilà. 198, 146. Pour vous montrer, je vais vérifier ici l'adresse IP. Je fais un if config 198, 146. Donc ma machine Debian vient d'être infectée et elle va servir de botnet. Donc là, vous voyez, on a toutes les informations sur la machine. Donc vous vous êtes connecté sur, vous étiez en train de naviguer sur Internet et rien que le fait d'être allé sur ce site, vous n'avez cliqué sur rien, vous êtes allé juste sur le site, automatiquement, bif, automatiquement, j'ai pris le contrôle de votre machine. Donc là, j'ai la version du navigateur inconnue, on a Mozilla, la langue c'est du français, c'est le système d'exploitation c'est du Linux et on a plein d'informations et ainsi de suite. Toutes les personnes qui vont visiter cette page web là automatiquement vont être dans mon réseau botnet. Donc c'est facile de prendre le contrôle de 100 machines, 200 machines, 300 machines. Et regardez un peu ce qu'on peut faire avec, avec ces machines-là. Donc vous voyez là, j'ai un zombie. C'est bien écrit ici. Donc je charge la page commande et voilà tout ce on peut faire avec. Donc tout ce qui est en vert, c'est tout ce que je peux faire. Donc c'est prendre le contrôle de la cam, etc., etc., etc. Là, tout ça, je ne peux pas faire. DNS tunnel, return AXI, caractère, return image, test core request, test HTTP ban run, test HTTP redirect. Je peux faire énormément de choses, le contrôle absolu de la machine. Je peux lancer des exploits. Tous ces exploits-là, je peux les lancer. Et c'est comme ça, on prend le contrôle de vos machines sans que vous ne le sachiez. Et vous allez vous dire, ouais, bah, peut-être je vais pas visiter des sites qui sont infectés, mais vous n'avez pas la possibilité de savoir si ces sites-là ont été infectés ou pas. Et la chose la plus dangereuse, c'est que une fois qu'un site a été infecté, il est infecté à vie. Et toutes les personnes qui vont passer sur ce site-là vont servir de botnet. Donc même des ordinateurs d'entreprise aujourd'hui servent de botnet. Des ordinateurs de particuliers servent de botnet. Et c'est à travers
ces botnets-là qu'on arrive à effectuer certaines attaques qu'on appelle DDoS. C'est à travers ces botnets-là qu'on arrive à faire des trucs sur Internet et c'est impossible de remonter jusqu'à la source. Mais pire, c'est que on peut juste vous envoyer le script par mail. Une fois que ce script Java là, on peut vous l'envoyer par mail. Une fois que vous cliquez sur ce script, vous êtes infecté. Donc, souvent vous recevez des spams avec des informations, des destinataires que vous ne connaissez pas, etc., etc. Et vous cliquez sur n'importe quoi. Et ce genre de choses, c'est facile de les masquer. Alors, je vais vous montrer un autre truc, quelque chose qu'on peut faire. Donc là, j'ai des photos. Donc, je vais vous montrer un outil qui est très puissant aussi. On appelle Exif. Exif Tool. Si vous n'avez pas, si vous faites apt-get install Exif Tool. Donc, je fais Exif Tool sur une photo. Et là, j'ai tous les métadatas de la photo. Et là, si je fais Exif Tool, j'ai la possibilité d'injecter mon code, mon script dans une image, dans une photo. C'est-à-dire, je modifie les métadonnées, j'injecte mon code script et je dépose cette photo-là sur Internet ou je vous l'envoie sur Facebook, je vous l'envoie par mail, peu importe. Je peux faire des recherches sur vous. Si vous aimez les chevaux, j'infecte une image et je vous balance cette photo-là. Vous cliquez sur la photo sans même le savoir parce que rien ne va s'exécuter sur votre ordinateur. À l'œil nu, vous ne verrez rien, mais derrière, vous êtes infecté. Et on peut, on peut même, franchement, il y a des millions de manières de vous faire infecter sur, sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de ce genre d'attaque? On dit comment s'en protéger. Donc, pour se protéger, il faut mettre à jour les navigateurs avec les plugins. Il faut installer un pare-feu sur votre machine, c'est important. Il faut, en plus de la mise à jour du navigateur et des plugins, il est important aussi d'avoir un antivirus à jour. Il faut installer un anti-XSS sur votre navigateur, comme par exemple NoScript, qui est un très bon, je pense, anti-XSS. Donc, vous installez NoScript sur votre ordinateur. Il ne permet l'exécution de scripts Java que sur les domaines de confiance de votre choix. Voilà. Donc, il empêche l'exploitation de failles XSS ou CSRF sans perte de fonctionnalité. Donc, c'est un peu, vous avez vu qu'en moins de 10 minutes, on a monté une attaque dite XSS et on a infecté une page web. Là, c'était un test, donc j'ai infecté ma propre page, mon propre serveur. Je me suis connecté et vous avez vu que ma machine Debian fait partie des machines zombies de, de Macali. Et une fois que je suis zombie, on utilise ma machine à mon insu pour commettre énormément de délire sur Internet. Donc, un résumé, le scripting XSS est un type de faille très répandu qui permet à un attaquant d'insérer du code malveillant JavaScript dans un navigateur à l'aide d'une application web vulnérable. Donc, avec BIF, on a deux interfaces. Donc, dans le schéma que j'avais représenté tout à l'heure, avec BIF, on a le CS qui est en quelque sorte le centre de commandement et on a
une autre interface qui nous montre tous nos botnets. Donc c'est un peu ça. Macali, c'est mon centre de contrôle. Donc, mais plutôt Macali, elle se connecte à mon centre de contrôle qui se connecte à mon réseau botnet qui est là. Et on fait BIF XSS, et plutôt on ouvre BIF, lorsqu'on ouvre BIF, BIF nous donne de façon automatique le panel où on doit se connecter. Et l'username c'est BIF, le mot de passe c'est BIF. Et ensuite le script qu'on va utiliser pour infecter les pages. Et je vous le rappelle, il est très facile de trouver des pages vulnérables à XSS. Mais je n'ai pas le droit de le faire et je ne le ferai pas. Si vous voulez chercher, vous pouvez faire des recherches sur Internet et vous verrez que c'est très simple de trouver des sites vulnérables. Donc en une journée, on peut se faire un réseau de 100 bots facilement et attaquer n'importe quel serveur web. Voilà. Donc je fais cette vidéo pour vous sensibiliser à ne pas cliquer sur n'importe quoi sur Internet et à ne pas aller sur n'importe quel site. Mais comme on n'est jamais trop prudent, pour se prémunir de ce genre de trucs, je vais répéter, il faut mettre à jour son navigateur, il faut mettre à jour les plugins, il faut installer un pare-feu sur votre machine, il faut installer un antivirus et un antivirus, il faut le mettre à jour. Il faut installer un anti-XSS, je vous conseille NoScript, qui va empêcher le déclenchement qui va empêcher l'exécution de ce script là. Parce que tout à l'heure, le simple fait qu'on ait visité la page web, on a cliqué sur rien, mais juste d'avoir ouvert cette page là, le script il s'est exécuté derrière et notre machine est automatiquement devenue une machine zombie qu'on peut utiliser pour tout et pour rien. En plus de pouvoir l'utiliser pour commettre des délires, l'attaquant il a la possibilité d'avoir toutes les informations sur vous, d'avoir accès à vos documents. Il peut lancer des attaques sur votre machine, il peut allumer votre câble. Franchement, il est capable de faire plein de dégâts. Donc, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous sensibiliser à mettre en place ces différents points-là. La mise à jour du navigateur, la mise à jour de l'antivirus, l'installation du pare-feu sur la machine et l'installation d'un anti-XSS. Alors, je vous ai parlé aussi de ExifTool qui permet de manipuler les métadonnées d'une photo. Et avec ExifTool, on a la possibilité d'injecter du code JavaScript, du code HTML, du code SQL à l'intérieur des photos. Et une fois que vous cliquez sur ces photos-là, automatiquement vous redevenez un ordinateur zombie. Et récemment, on a eu une vague d'attaques sur Facebook avec des photos infectées. Donc aujourd'hui, vous savez comment tout ça s'est fait. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que ce tutoriel vous aura servi. Merci et à la prochaine.